Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et de 11h à 13h sur Europe 1, vous composez le 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Praud et poser vos questions à nos invités ce matin, Pascal, Christine Kelly et Marc Menant. Christine Kelly et Marc Menant, quel plaisir d'être avec vous, d'autant qu'on se voit jamais. Oui. C'est vrai. Jamais. Tous les jours. On entend de temps en temps une petite imitation dans les couloirs, on dit tiens, Pro est là. Christine, c'est un plaisir d'abord de travailler avec Christine parce que c'est vrai que vous êtes toujours d'humeur égale, toujours conviviale, toujours fraternelle. Et c'est vrai que dans cette maison CNews, vous avez une place particulière, forcément, depuis de nombreuses années, à la tête d'une émission qui marche particulièrement le soir, avec Marc, bien sûr, et que vous maîtrisez, j'ai envie de dire, avec... moi, ça m'est arrivé parfois de vous remplacer. Les gens qui vous écoutent n'étaient pas du tout contents. Ils préfèrent quand c'est vous. Ils disent, voilà, quelle classe, elle sait écouter, elle sait apaiser, elle sait dire les choses qu'il faut. C'est vrai que ce rôle que vous avez marque les téléspectateurs. On est complémentaires, hein, Pascal, hein, effectivement. Non, mais c'est vrai. C'est une manière délicate. Vous voyez, c'est pour ça que je vous aime. C'est pour cette délicate. Non, mais c'est vrai qu'il y a le 19-20 et ensuite il y a le 20-21. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, dans ces émissions, on est avec notre identité. Des gens disent, mais pourquoi est-ce que je chuchote tout le temps ? Ben, je suis normale, je suis moi-même, je suis naturelle. Et puis, c'est vrai que cette émission, elle a grandi, elle a pris une place importante dans le cœur des téléspectateurs, et heureusement, mais la famille CNews est une famille exceptionnelle. Et on est bien, on se balade dans les couloirs. Alors, disons-le, on joue au foot dans les couloirs avec Pascal Praud. On chante aussi régulièrement avec Pascal Praud. Et rappelons que depuis LCI, vous veniez aussi à LCI dans nos rédactions chanter. Il n'a pas changé. C'est vrai qu'en tout cas, je pourrais vous renvoyer ce compliment, parce que c'est vrai que vous êtes la même depuis toutes ces années, avec votre sensibilité, vos engagements, et qui sont restés les mêmes intacts, et puis votre passion pour ce métier de journaliste, et donc pour l'histoire, parce que c'est ce qui nous intéresse ce matin, ces destins qui ont fait l'histoire. Alors, évidemment, Jeanne d'Arc, Beethoven, Antoine de Saint-Exupéry, on va égrener tous ces noms, mais comment vous avez choisi ces noms et pourquoi ? Comment on a choisi ces noms ? Tout est venu, à commencer par cette émission qu'on a fait ensemble avec Marc Menant, ces grands destins sur CNews tous les dimanches. Et on faisait avant La Belle Histoire de France avec Franck Ferrand et Marc Menant. Et petit à petit, on s'est dit pourquoi ne pas faire un livre avec Lise Boel chez Plon ? Pourquoi ne pas faire un livre pour reprendre justement quelques portraits de nos différents destins ? Et c'est de là qu'a commencé cette petite histoire. Marc Menant et moi avons choisi ces 10 portraits, avec difficulté, hein, parce qu'il y avait beaucoup entre choisir ceux qui sont français, on a quand même Beethoven, mais beaucoup de portraits français, des hommes, des femmes. Et l'homme qui découvra l'Amérique. Qui découvrit. Donc, et c'est comme ça qu'on a voulu retranscrire en fait l'émission. Justement, vous qui êtes non pas historien, mais qui depuis tant d'années... on a toujours... on va parler par exemple de Jeanne d'Arc. Quelle est la part parfois de la légende, de la vérité historique ? Est-ce qu'on sait absolument tout ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été avec le temps malaxées, mixées, patinées ? Voilà, et c'est ça, moi, mon interrogation, elle est souvent sur ces grands destins du roman national, notamment Jeanne d'Arc. C'est intéressant, hein, d'ailleurs, ce que vous dites. C'est un personnage qui représente le courage absolu, la foi aussi. C'est elle, son destin rappelle qu'à un moment donné, il y avait vraiment une empreinte chrétienne forte dans nos façons de vivre et que l'on était tenu par le ciel. Voilà, Jeanne mais d'Arc. c'est exactement ça. Alors, vous avez raison. Que de points d'interrogation sur ce destin. Néanmoins, grâce au procès, il y a eu le premier qui se termine mal, l'assignation au bûcher, puis le deuxième en réhabilitation. Et là, les éléments perlent. On peut arriver à déterminer ce qui fut crucial dans cette émergence d'un personnage imaginé. Une petite gamine qui n'est pas du tout bergère. Oh, que nenni, mon ami. Elle est la fille d'un personnage important qui rend justice auprès du seigneur de Baudricourt. Et cette jeune fille
de temps en temps, on la voit à côté de son père. Où ça? Dans la petite île qui se trouve à l'intérieur de Don Rémy, où on regroupe les animaux du village quand il y a une alerte. Quelle alerte? Bien les Anglais, ces salopards qui sont en train de nous envahir et qui menacent de tenir le pouvoir, car il y a eu le fameux traité de Troyes et Isabeau de Bavière qui a cédé la succession au roi d'Angleterre. Ce qui signifie quoi? Eh bien que l'avenir détermine la France comme étant dépendante du trône d'Angleterre. Charles VII est en dehors de ça et elle a cette vision à 14 ans, ces voix qui lui disent il faut sauver le dauphin. Bon, là j'ai mis une pièce dans la machine, manifestement. Je rappelle que ma question était comment les historiens travaillent sur les archives? C'était ça ma question. Mais bon, je connais l'ami Marc qui, lui, prépare, faut le dire, Christine, hein, son intervention le soir. Il arrive avec 5-6 livres sur un thème. C'est un foutatrac ou un foutrac, son bureau, comme je n'ai jamais vu un bureau. Incroyable. Il a un sac de sport dans lequel on retrouve des oranges, des livres, des vitamines, etc. Voilà. Exactement. Et il y a à ce peu que près j'aime en fait avec Marc Menant, ici présent, Oui. c'est que malgré ses 103 ans, alors petite parenthèse, sur Wikipédia, on dit qu'il a 79 ans, c'est pas du tout son âge, il est beaucoup plus jeune que ça. Je le dis en passant, hein, parce que c'est une erreur de Wikipédia. Il le dira jamais, mais moi je le dis à sa place. Mais il est plus jeune que ça. Mais il fait jeune, ce qui est intéressant, c'est que malgré justement son histoire, il a toujours son histoire, c'est-à-dire ça fait des années qu'il est dans le secteur, il a une passion pour le travail. Et quand on dit on va décider tel portrait, Victor Hugo ou bien Marie Curie, il va prendre tous les livres, comme vous dites Pascal, 4-5 livres, il va les dévorer, les corner, les souligner, les travailler, regarder, trouver l'anecdote qu'on n'a jamais soulignée pour mettre en valeur. Et ça, Pascal, c'est le secret de victoire de Marc Menant. Le travail, le travail, le travail. Ne jamais s'asseoir sur ses lauriers, aller piocher, vérifier l'information, appeler ses amis historiens, les vrais, pour vérifier une information. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont connu, Victor Hugo. C'est quand même. Mais c'est beau ce travail, c'est voilà, beau, c'est beau. aussi Jeanne d'Arc, non. Mais Victor Hugo, Pascal, vous savez qu'il a fait tourner les tables. Donc je garde la méthode pour entrer en contact avec lui. Bon, alors j'ai salué évidemment DJ Fab, Fabrice Lafitte, avec lequel vous avez travaillé. Je ne sais pas si vous connaissiez Géraldine Amont, qui est désormais avec nous sur Europe. Et puis je n'ai pas salué un homme qui vraiment pour qui l'histoire est vraiment au cœur de sa vie, c'est Monsieur Boubouk. Bonjour à tous. Voilà, qui sait à peu près tout de l'histoire de France. Oui. Je suis imprenable. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. On peut me poser toutes les questions. Hein. Il a un doctorat, effectivement. Il a un doctorat en histoire. Alors là, il n'y a pas que des personnages historiques, il y a aussi des personnages qui sont entrés dans l'histoire, mais par les arts. Léonard de Vinci, je pense. Et alors, Beethoven, Christine Kelly, je ne m'attendais pas forcément à voir Beethoven dans ce livre. Pour avoir d'emblée une idée du personnage, citons-le. Je veux saisir le destin à la gorge. Dans cette résolution bouillonne la volonté viscérale, la détermination inébranlable, la rage d'être le compositeur de sa propre vie. Il signe 366 œuvres, dont 32 concertos, DJ Fab. Donc ça, c'est le plus célèbre, peut-être... morceau de musique de Beethoven, puisque c'est le pam-pam-pam-pam. 9 symphonies, les numéros 5 et 9 sont des chefs-d'œuvre. Ça, c'est la symphonie numéro 5. Numéro 5, comme vous l'avez reconnu, monsieur Bonchouer, qui continue d'égayer nos âmes, écrivez-vous, c'est cela qui résonne en nous. Beethoven. Pourquoi plus Beethoven, par exemple, que Mozart? Alors, lorsque vous mettez cette musique et lorsque vous dites Beethoven, je suis encore pleine d'émotions. Parce que je me rappelle de cette émission qu'on avait faite avec Marc Menant et j'avais les larmes aux yeux. En écoutant Marc Menant me raconter la vie de ce génie. Ce génie qui a 4 ans, j'en ai des frissons en vous parlant, hein, qui a 4 ans, son père alcoolique le mettait devant un piano, le frappait pour qu'il puisse jouer. Frappait, et il jouait sous les coups de son père et pour amuser son père et ses amis. Et c'est comme ça qu'il s'est mis au piano, qu'il a grandi. Il n'entendait pas d'une oreille. Il a continué à jouer, même en était sourd. La puissance Il était sourd d'ailleurs, ou c'est une légende? Sourd à 100%. Petit à petit.
à la fin, vous savez ce qu'il faisait? Il n'entendait plus rien. D'ailleurs, lorsqu'il joue la 9e symphonie, il est là, il assiste au concert. Mais il ne sait pas ce qui se passe. C'est dans sa tête qu'il essaie de déterminer l'instant de l'exécution. Et à la fin, sans doute qu'il a raté un endroit, toujours est-il que tout le monde est debout en train de l'applaudir et lui, il est encore en train d'emporter les musiciens. Ludwig von B, dans Orange Mécanique. Tous nous avons un peu notre Ludwig von B à Europe 1, c'est Monsieur Liberté. Ah, la liberté. Liberté. Qui a des grandes mains, telles des baguettes, et qui nous rappelle, exactement, qui nous rappelle qu'il faut dire que nous sommes sur Europe 1. Parce que tout le monde ne sait pas. Dont vous vous servez, lui, il en avait une petite, c'était un crayon qu'il mettait pour recevoir les vibrations du piano afin de savoir si ce qu'il avait imaginé dans sa tête avait la bonne consonance. Bon, vous écoutez beaucoup de musique classique, Christine? Oh oui, j'aime bien Mozart. Je fais beaucoup écouter à ma fille. En fait, j'ai redécouvert le classique. Évidemment, quand on a un enfant, tout de suite, on se replonge dans les classiques. Et c'est vrai que Beethoven, effectivement, j'ai une affection particulière parce que lorsqu'on connaît la densité du personnage et l'enfance du personnage, tout de suite, on voit les choses autrement. Il y a un autre personnage, si vous permettez, qui me plaît beaucoup dans le livre. J'ai le droit ou pas? Non, parce que Monique veut parler de Beethoven avant. Et nous avons quelques interactions dans cette émission. C'est un peu le principe aussi. Et Monique souhaitait dire un petit mot sur Beethoven. Bonjour Monique. Bonjour Pascal, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous entendre. Je vous en prie Monique. Et ça vous fait plaisir également de rencontrer Monsieur Menant, Madame Kelly? Alors écoutez, je suis ravie, d'autant plus que Beethoven, c'est l'homme de ma vie. Vous venez dans mon salon, au-dessus du piano, il y a un grand portrait de Beethoven. J'ai 2 portraits dans mon coin repas. J'avais fait un canevas avec Beethoven. Donc Beethoven, il a été sa 3e symphonie, qui est historique puisqu'il l'avait écrite pour Napoléon Bonaparte. Enfin, quand il s'est fait sacré empereur, il a arraché la première page et il a écrit pour le souvenir d'un grand homme. Quant à la 9e symphonie, dont vient de parler la dame dont je ne me rappelle pas le nom. Christine Kelly. Oui, donc cette 9e symphonie est devenue l'hymne européen qui a été un petit peu... C'est ce qu'on appelle l'hymne à la joie. Ben oui, tout à fait, c'est l'hymne à la joie. Moi, je l'ai chanté avec Ozawa, je l'ai chanté avec les plus grands chefs de la planète, avec comment il s'appelle, Bishkov, je faisais partie de l'Orchestre de Paris, donc j'ai chanté avec... Ah oui, vous étiez dans l'Orchestre de Paris. Bon, on va marquer une pause, Monique, et vous aurez peut-être une question à poser. Je précise pour notre ami Boubouk Beethoven, et nous parlons du compositeur, ce n'est pas un chien. Je sais que la jeune génération... Je m'attendais pas du tout à la vanne en plus. Donc La jeune génération pense parfois que Beethoven est le nom d'un chien. Mais je sais qu'on parle de Ludwig quand même. Moi, alors, est-ce qu'on peut entendre quelques concertos de Beethoven? Parce qu'ils sont quand même assez connus, ces concertos également. Et puis après, vous nous ferez part. Vous jouez vous-même d'un instrument, Christine? J'ai fait 17 ans de piano. Je joue moins maintenant, mais oui. Comme oui. je vous envie. Ah, mais j'ai vraiment adoré. Et vous jouez toujours Non, plus maintenant. Plus maintenant, malheureusement. Mais toute mon enfance, j'ai joué. Je jouais de grands morceaux, Lettres à Élise, etc., des Exodus, enfin des morceaux. Le piano m'émeut jusqu'à maintenant, et maintenant ma fille joue du piano, et pardon, je suis une fille très émotive, mais le piano me parle, la musique classique me parle vraiment à mes tripes, et chaque note me dit quelque chose. Et vous, cher Marc, vous jouez d'un instrument de musique? Non. Fils de gueux, on n'avait pas les moyens de se payer des leçons. Mais c'est vrai, parce qu'il y a une réalité. En revanche, je veillais à ce que les filles... C'est que les gosses de riches qui jouent du piano. Non, mais c'est pas ça, c'est que au départ... Vous auriez pu faire du tambourin, des choses comme ça. Il a fait l'école de la marine marchande, il a fait... Non, mais de la cymbale. Ma musique, c'est celle des mots. Ah, voilà. Bon, écoutez, non mais c'est vrai que et vous lisez la musique impeccablement, le solfège, vous lisez parce que vous avez appris ça jeune, évidemment. Oui. Ça, c'est, il n'y a pas de conseil à donner aux parents, à personne en général, mais c'est vrai que faire apprendre la musique, parce que quand on est jeune, on apprend extrêmement vite. Passer un certain âge, au-delà de 100 ans, c'est parfois un peu plus compliqué. Non, mais ma mère, elle a appris le piano, elle a 81 ans, elle a eu 81 ans hier, et elle a appris le piano à 78 ans.
Vous allez aller la voir, votre maman, pendant les vacances de Noël? Oui, c'est Vous- mon objectif. Et vous, Envoyez-le. et vous restez combien de jours Normalement une semaine. Mais ça vous fait plaisir. Ah bah oui, au soleil, avec maman, mon père, évidemment, le petit bain familial, Bon, comme tout le monde en forcément, province. ils sont très fiers de votre parcours. Oui, ils sont fiers, ils sont protecteurs, ils sont encourageants. Oui, ils m'ont vu évoluer, ils ont été extrêmement durs avec moi et c'est pour ça que toutes les histoires d'enfance dures et difficiles me parlent et me touchent beaucoup. Et en même temps, ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui et je leur suis extrêmement reconnaissante et j'adore beaucoup mes parents. Et faire un bain familial au moment de Noël, rien ne vaut ça pour repartir pour l'année prochaine. On pourrait écouter peut-être une chanson de Noël de Fort-de-France tout à l'heure. C'est Mais- mon oncle qui l'a faite. Non. Oui, le frère de ma mère. Ah ben on en Arthur parle. Apatou. On en parle dans une seconde. Il vous écoute tous les soirs? Non, mes parents très souvent. Et ma grand-mère aussi, qui a 100 ans. Votre grand-mère a 100 ans. oui. Bah, écoutez, présentez-la. Quoi, non, je peux pas dire présentez-la à Marc Menant. Donc, Il c'est préfère pas les un plus garçon jeunes. très sérieux, si vous voulez. Et je ne souhaiterais pas que votre grand-mère termine dans des endroits que je ne citerai pas ici. Bon, il est 11h26. En tout cas, ça nous fait plaisir que vous soyez là tous les deux. Et puis, c'est vrai qu'il y a une atmosphère dans votre émission où je crois que les gens le ressentent également. C'est que les gens s'aiment bien. Voilà, et c'est Il y a de important. l'amour entre nous, oui. En tout cas, les gens s'aiment bien. On a connu parfois des rédactions où les gens s'aiment pas forcément, et ça se voit en fait à l'antenne. Alors, il ne s'agit pas de passer nos vacances ensemble, mais parfois, lorsqu'il y a de l'hostilité ou de la rancœur entre les uns et les autres, ça fait jamais de la bonne télévision. Moi, les gens qui nous écoutent, ils aiment une chose, c'est que les gens s'entendent bien à l'antenne Moi, et ils apprécient ça. J'ai fait 6 ans au CSA et 3 ans ensuite d'interdiction de médias, donc je suis restée 10 ans sans faire des médias. Et quand je suis revenue, j'ai été très surprise de voir à quel point le téléspectateur et l'auditeur sentent tout. Il vous décrypte sans filtre. Alors qu'avant, il pouvait avoir des doutes, mais maintenant, il vous connaît par cœur. Et c'est pour ça que, effectivement, dans Face à l'info, et comme toutes sur les autres chaînes, les autres émissions, pardon, on a vraiment ce sentiment, on donne cette bienveillance, on donne ce vrai, cette transparence totale pour être le plus proche, en fait, du téléspectateur, ne jamais lui mentir. On revient avec Bon baiser de Fort-de-France dans une seconde. On aura 2 chansons de Noël aujourd'hui, parce qu'on a une chanson de Noël vers 12h50 que DJ Fab choisit avec précision. On aura un indice peut-être tout à l'heure sur la chanson d'aujourd'hui. Oui, c'est un classique américain chanté par un acteur américain des années 30 qui a reçu un Oscar. Ça vous aide pas, hein? Un acteur américain Qui commence par Bing. Bing Crosby. Exact. Mais, oui. Incroyable, bravo. Hier soir, je regardais. Pascal, notre ami Marc l'a connu, je crois qu'ils étaient en classe. Bing Crosby, Marc bon. et son père. Non. Hier soir, je regardais, il n'y a que nous avec moi qui peut regarder ça, un film de Fritz Lang avec Edward G. Robinson qui s'appelle La femme au portrait, qui est un film des années 30. Donc effectivement, mais avec MyCanal, on a accès à tous ces films-là. C'est formidable. À tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. Joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir, on éteint la télé. Ce soir, on sent qu'on va chanter. Il n'y a pas de sapin sur... Alors, vous disiez, Joyeux Noël. c'est l'oncle de votre mère. Oui, le frère de ma mère, en fait, qui s'appelle Arthur Apatou, qui a fondé la compagnie créole. Alors, il n'y est plus maintenant, mais c'est lui qui l'a fondé. C'est lui qui avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, les lunettes noires, le chapeau, le perroquet, avec la voix grave. Ah oui, le perroquet, je me souviens du perroquet. Voilà, donc c'est lui. Donc cette chanson-là, on la connaît par cœur et la compagnie créole, elle nous a bercés. On a vraiment adoré. Donc voilà, merci pour ce clin d'œil à la famille. Vos premiers Noël, évidemment, étaient au soleil. Oui, alors c'est très intéressant dans cette chanson, on dit il n'y a pas de sapin. Et c'est vrai que nous, moi j'ai plein d'amis avec qui on va au ski chaque hiver, je suis la seule à pas skier parce que j'ai grandi dans une île où il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de neige, on prenait un petit arbre, on mettait des guirlandes dessus à notre façon. C'est bizarre de faire un Noël français sans sapin, sans neige. Et j'ai grandi comme ça, avec des petites boules, des petites guirlandes qu'on faisait sur des morceaux de branches un peu bizarres.
mais de s'approprier Noël aussi à notre façon. Par exemple, Noël à Marie-Galante, qui est une petite île à côté de la Guadeloupe, c'est avec des chats, des bœufs, et on se balade comme ça, c'est ça un peu les calèches, et on déguise un peu, et c'est là on met le petit Jésus sur une petite calèche avec des bœufs, et c'est ça la tradition locale. Ces destins qui ont fait l'histoire. Christine Kelly est avec nous et Marc Menant, vous êtes sur Europe 1. On va parler de Beethoven il y a une seconde et on va remercier Monique qui était avec nous, fan absolue de Beethoven. Peut-être, Monique, avez-vous une pièce à nous proposer de Beethoven, quelque chose peut-être de moins connu, un concerto, je disais tout à l'heure, quelque chose que nous pourrions écouter? Quelqu'un qui a joué du piano jusqu'au bac, qui a eu 19 au bac à l'option musique. J'ai joué la sonate au clair de lune, la pathétique, tout un tas de sonates. Des concertos pour piano, il en a fait 5. Un concerto pour violon, un triple concerto pour piano, violon, violoncelle. Et je voudrais demander à la dame si elle est allée... Kelly comme Graf Kelly. Oui, ça s'écrit comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit sa mère, mais bon, ce n'est pas grave, elle a une très jolie voix. Et je voulais lui demander, ainsi qu'à son collègue, s'ils sont allés à Vienne, s'ils sont allés au Zentralfriedhof, bien sûr. où est enterré Beethoven. Il n'y a d'ailleurs pas que Beethoven, il y a aussi Schubert, Brahms, Johann Strauss, et la tombe d'honneur de Mozart au milieu, et s'ils sont allés à Heiligenstadt. Parce que je peux vous lire un tout petit bout du testament. Ô vous, hommes qui me regardez, ne me faites pas passer pour haineux, fou ou misanthrope. Combien vous êtes injuste pour moi. Vous ne savez pas la raison secrète de ce qui vous paraît ainsi. Excusez-moi, je viens d'être opérée des yeux, donc je ne vois pas très clair pour lire. Mon cœur et mon esprit étaient enclins depuis l'enfance au doux sentiment de la bonté, même à accomplir de grandes actions. J'ai toujours été disposée, mais songez seulement depuis 6 ans quel est mon état affreux, aggravé par des médecins sans jugement, trompé d'année en année. Donc là, il est sourd. Donc je ne peux pas vous lire ça parce qu'il y en a 2 pages, on en a on a compris l'essentiel, si j'ose dire. Et je vous remercie grandement, Monique. Et l'endroit dont on parle, Monique, vous y êtes allée? Oui. Il y a encore 3 ans, avec Franck Ferrand et ma compagne. Joli voyage. 11h35 sur Europe 1 et nous parlons de Victor Hugo. Donc Victor Hugo, un génie évidemment démesuré. La tragédie a aussi nourri son génie. Écrivez-vous, je pense notamment à Demain, dès l'aube, ce poème émouvant que nous apprenons tous à l'école, et la mort de sa fille Léopoldine en 1843, près de Rouen. Charles Vacry a décidé de faire une sortie à bord de son canot, avec lui son oncle, capitaine au long cours, et le jeune fils de ce dernier. Et puis après, on connaît l'histoire. Bon, Victor Hugo, génie absolu, génie politique, génie littéraire, des poèmes, des romans, des essais. Le mot de Gide, qu'on comprenait mal d'ailleurs. Moi, quand j'avais 15 ans, je le comprenais mal, ce mot. Quel est le plus grand écrivain du 19e siècle? Gide avait répondu « Hugo, hélas ». Et on comprenait mal ce « hélas » qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, après de telles éruptions, et l'interrogation, elle est comment un être peut ainsi être dans une créativité permanente, ce bouillonnement inouï. Quand vous prenez les livres de Victor Hugo, non seulement il y a cette narration, cette capacité à faire jaillir les métaphores, mais également il les enrichit d'éléments qui vous plongent directement en témoin de l'époque qu'il est en train de lire. Il faut lire L'homme qui rit. L'homme qui rit est un monument de monuments. C'était un autoportrait de vous. Puisque vous riez tout le temps d'ailleurs. Oui. C'est peut-être aussi un des secrets de votre jeunesse. Mais je pense que ça en fait partie. Et Victor Hugo avait cette capacité-là, ce goût de la dérision, ce goût de l'amitié. Et tout à l'heure, quand on a commencé cet entretien avec vous, vous avez dit « Mais pourquoi ces destins ?» Eh bien, on s'aperçoit que tous ont un lien. C'est la capacité à s'être forgé une solitude, c'est-à-dire à s'être trouvé. Car on ne peut avoir l'ambition de se projeter dans l'existence de façon conquérante si on n'a pas un socle. Et ce socle, c'est soi. Qui est-on? Et à partir de là,
quelles que soient les emmerdes, pouvoir se replier dans ses profondeurs, et c'est dans ses profondeurs qu'on trouve l'élément du rebond. Et ça, c'est Victor Hugo qui, très tôt, se retrouve à cheminer avec sa maman, à courir derrière le général Hugo, qui est l'un des officiers de Napoléon. Bon, je ne vais pas raconter, c'est dans le livre, mais ce qui est fascinant chez lui, c'est que jamais, cet homme, quand vous évoquez la disparition de Léopoldine, c'est terrifiant. Il est avec Juliette. Ils ont passé... Juliette Drouet, sa maîtresse, comme tous les ans, quelques jours en parenthèse, en dehors du temps, l'Espagne. Et puis les voilà, après une longue marche du côté de Bayonne, qui entrent dans un restaurant pour prendre un thé. Ils vont au fond, il y a là des journaux. Chacun se saisit d'un exemplaire. Et soudain, Hugo hurle « Non, ce n'est pas vrai! Non, ce n'est pas vrai !» Il vient de lire la disparition de sa Léopoldine. Sa petite Léopoldine, avec laquelle il avait cultivé, comme avec tous ses enfants, mais en particulier avec elle, une fraternité, une proximité étonnante. Il l'aimait tellement qu'il ne voulait pas qu'elle se marie. Père possessif. Et il avait cédé parce qu'il voulait son bonheur. Je suis d'accord avec... oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais à l'aune du regard d'aujourd'hui, je cite souvent cette phrase magnifique, qui n'est pas de moi. Quand on dit j'aime le poulet, c'est pas toujours bon pour le poulet. Eh bien, quand Victor Hugo aime tellement sa fille, dites-vous qu'il ne souhaite pas qu'elle se marie. Je pense à cette phrase parce qu'aimer quelqu'un, c'est surtout ses enfants, c'est d'abord vouloir qu'il soit autonome, me semble-t-il. Mais il finit par lui, justement, il l'accorde. C'est là où il a cette force-là. Et là, il découvre l'horreur du vide. Christine, alors évidemment, il y a assez peu de personnages du XXe siècle, assez peu. Il y a Antoine de Saint-Exupéry, mais effectivement, je me suis dit, il n'y a pas De Gaulle, par exemple, il n'y a pas François Mitterrand, peut-être parce qu'il y avait une volonté de ne pas entrer dans l'histoire du jour, du moment, ou c'est peut-être qu'on n'a pas assez de recul sur ces personnages. Non, c'est parce qu'on n'a pas fait assez d'émissions, peut-être aussi. Parce qu'on a choisi vraiment, on jouait un peu comme ça avec le temps, avec les personnages, avec. On aurait pu continuer encore. On en a d'autres sous le coude, peut-être pour les prochaines, mais on a vraiment choisi comme ça, sans vraiment faire de lien avec l'histoire, de lien chronologique. Marie Curie, quand même. Quel est le personnage féminin pour lequel vous avez peut-être le plus d'admiration? C'est elle. C'est elle parce que son destin me fait trembler. Une femme qui a été première en tout, première femme à avoir des prix Nobel, première femme à avoir un prix Nobel, première femme à avoir 2 prix Nobel, première femme à être professeure à la Sorbonne, avoir une chaire à la Sorbonne, etc. Une femme pour qui le mois de décembre, on est en plein décembre, lorsqu'on va faire les fêtes, elle, le 26 décembre 1898, elle annonçait la découverte du radium, par exemple. Le 10 décembre 1903, elle a eu son premier prix Nobel. Le 10 décembre 1911, elle a eu son 2e prix Nobel. Et 2e prix Nobel qu'elle a eu du mal à aller chercher parce qu'elle était critiquée, honnie dans la presse, parce qu'elle avait l'affaire, elle l'avait dit, elle avait une affaire d'amour avec quelqu'un. Et comment on l'a détruit par la presse, par les pressions politiques, alors que c'était une femme née en Pologne et qui a fait tellement de choses pour la France. Son destin est émouvant pour les femmes, pour celles qui travaillent, pour celles qui viennent construire leur destin en France, et voir à quel point elle a gardé son âme en Pologne, mais elle a tout donné à la France, et elle est morte affaiblie, non seulement de ses découvertes, mais affaiblie aussi par les critiques, par les pressions politiques des uns et des autres, jaloux de son destin. Elle est victime de misogynie, écrivez-vous. Des jaloux guettent après la mort de Pierre Curie et veulent la faire chuter. Vous pourrez dédicacer ce livre à notre ami Olivier Guénec, fan d'histoire, je l'ai dit, Léonard de Vinci. Oui, non, évidemment. Non, vous n'allez pas m'interroger devant 2 sommités comme ça, Pascal. Arrêtez. Bon. Je vais pas me ridiculiser. Bon. Je vous rappelle que c'est en signant que Léonard de Vinci. Ah oui.
C'était préparé ou ça jaillit comme ça, monseigneur? Tout un impro. Je ne vous demande pas quel est Il est votre... impressionnant, hein. Je ne vous demande pas quel est votre personnage Non, historique ne vous préféré. embêtez pas avec ça, Vous franchement. vous répondriez Albator ou le Capitaine Flamme. Maya Moi, l'abeille. Jeanne d'Arc, le capitaine Flamme. J'ai l'impression d'être un repas avec des tontons. là. Flamme, Tu n'es pas de notre galaxie, mais tu l'as Bon, vous traversée. connaissez Olivier? Olivier est Bah, on ne se un... connaissait pas. oui, voilà. oui, on le Olivier connaît. a un talent exceptionnel et Oui. une intelligence hors norme. Oui, oui, Donc, bien sûr. nous a rejoint cet été. Quoi. Nous sommes venus J'étais ensemble. dans vos valises, voilà, exactement. bien sûr. Je n'irai pas jusque-là, mais en revanche. Et régulièrement, il s'occupe des auditeurs et de la page Facebook. On en est à Exactement. combien de la page Facebook Ah, ça d'ailleurs? cartonne, on est presque Combien à 5700. Ah oui. Ah ouais, non, mais c'est très fort. Je trouve que 5700 personnes sur une page Facebook qu'il maîtrise depuis le 28 août, bon, c'est pas non Attendez, plus... qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que vous dites là? Bah, là, depuis le 28 août, il s'est passé combien de jours? On en est à 4 Non, mais mois, on- mais- donc mais- ça mais fait non, une mais- centaine de Ouais, jours. Mais Bonjour. non, il faut pas calculer comme ça, Pascal. Bon, d'abord, vous levez parce que monsieur Vidal-Reval vient d'arriver. Pardon, bonjour, monsieur. Voilà. Et bonjour. Bonjour, monsieur le directeur, bonjour. Voilà, on se- Tout le monde se lève, tout le monde se lève. Bien sûr. Donna Vidal-Revel vient d'arriver dans ce studio. Oui, qu'est-ce Bon. que je dois faire maintenant? Bah, vous rassurez. Ah, il veut vraiment faire carrière, il est capable de rester là des heures et des heures debout. D'ailleurs, dans ce livre, si vous me permettez, ces destins qui ont fait l'histoire, Donna Vidal-Revel, un chapitre pourrait quand même lui être Oui, consacré. c'est prévu, Donc, la c'est- suite. Un chapitre, ça suffirait pas. Bon. Là, je suis en train de D'accord. préparer une biographie. Bon. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ah non, alors rien pour l'instant. J'ai pas Mais préparé, pourquoi mais vous je vais êtes m'y venu- mettre. Alors, il rentre dans le studio, il n'a rien préparé. Il a repris tous les soupules Des frères Jacques. Des frères Jacques. Voilà, allez-y, Donc là, allez-y. c'est le noir, Et toutes vous ne les connaissez couleurs, pas hein. les frères Jacques, évidemment. Mais bon, le passé, il a du mal avec le passé. Mais pas... Alors, voilà, on a quelques gimmicks dans cette émission. On a les compagnons de la chanson, les frères Jacques. On en a cinq. Que des gens avec lesquels vous avez grandi. C'est quasiment. génial. Je les ai vus, vous avez pu interroger. Vous avez fait leur début de carrière. Bon, ben on vous remercie en tout cas, parce que d'abord c'est un bonheur effectivement d'être avec vous. Je l'ai dit, alors Jeanne d'Arc, Christophe Colomb. Ah oui, Ah. magnifique. Eh personnage. oui, je sais, Christophe Colomb, c'est le premier socialiste parce qu'il savait pas où il allait, il savait pas où il est arrivé, il faisait tout ça avec l'argent public. Donc, Il a tout découvert. non mais la phrase n'est pas de moi, la phrase Ah oui, est j'allais dire. célèbre. Christophe Colomb. Christophe Colomb était le premier socialiste, j'ai entendu ça de nombreuses fois. Jean de La Fontaine, qui est peut-être le plus grand styliste français. Oui. Moi, les journalistes sont souvent des fans absolus de Jean de La Fontaine. Pourquoi? Parce que c'est la concision. C'est le plus grand styliste de la langue française. Tout est dit en une économie de mots. Il n'y a pas un adjectif, pas un adverbe, il n'y a rien. Exceptionnel, Jean de La Fontaine. Oui, mais il sculpte. Ça lui demande. C'est-à-dire que on n'est pas dans ce travail de secrétariat tel que malheureusement le pratiquent de nombreux littérateurs aujourd'hui, je dirais pas d'écrivains. Lui, il prend les mots, il les caresse, il les façonne, il cherche à savoir s'ils sont dans la bonne tonalité, s'il y a la musicalité, des heures et des heures et des heures. Et quand il y a un rebelle, eh bien, il s'échappe de la table de travail, chemine dans la campagne, interroge son environnement, regarde les bêtes qui s'égayent, il revient. Et ça peut lui prendre plusieurs jours. Et enfin, il trouve la symphonie. Voilà La Fontaine. Eh bien, écoutez, on va vous remercier. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel, dans sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste! Puisqu'il faut l'appeler par son nom, Il m'inquiète des fois. capable d'en déchirer en un jour. L'Achéron. Vous savez pas ce que c'est, l'Achéron? Non, évidemment non. Il pense aussitôt qu'est-ce que je peux acquérir. L'Achéron. C'était le fleuve pensais de qu'il y avait un lien. C'était quoi? C'était le fleuve de la mort, l'Achéron. Oui, le oui, fleuve oui. de la mort. Faisait aux animaux la guerre. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Vous voyez, c'est la puissance. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie, etc. etc. Mais c'est génial. On devrait apprendre
une fois par semaine, une fable de La Fontaine. Et puis, d'abord, ça fait travailler la mémoire, mais c'est exceptionnel, La Fontaine. On se doit se dire au revoir, Oui, simplement, c'est de dire que La Fontaine, quand vous lirez le livre, vous découvrirez que le grand libertin meurt avec un vautour dans le dos qui veut le convertir, le condamner pour ses écrits. Ça vous plaît qu'il soit libertin. C'est ce Vous voulez placer le petit mot. On découvrira qu'il s'imposait le silice pour se faire pardonner. Le Cialis. Le silice. Ah, le Cialis, j'avais compris peut faire un que sulfate, La c'est vrai Fontaine s'intéressait au Cialis. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Le Cilis, alors le Cilis, vous savez pas non plus ce que c'est. Cilis, c'est un truc qu'on se met sur la jambe pour se faire souffrir soi-même. Soi-même. Oh là. Bah oui, Et même dans le dos, la on culpabilité s'arrache la peau. chrétienne. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Ça écorche la peau, c'est pour vous faire souffrir. Alors, pour vous faire la pardonner vos pause et fautes. on se dit au revoir après. On se dit au revoir après, il est 11h48. Et avant la pause, je vous rappelle que ce